c'est un plaquage, putain, c'est pas possible. Bam, c'est bien, bro. Qui va retrouver Jonction. Jonction, terre promise. Oh, il nous casse les couilles, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonjour Cécile. Salut. On est très content que tu sois avec nous. Merci de nous accorder cette petite interview. On va commencer par des questions sur toi et sur ta profession, sur ta passion surtout. Et donc, on va peut-être commencer par d'où elle vient, cette passion du rugby, qui est une question de Caroline Comte. Sans grande originalité du cercle familial, on va dire de la tradition un petit peu géographique de la ville de mon papa, qui est de Brive-la-Gaillarde. Où on a passé beaucoup de temps avec mon frère Paul quand on était petits. Et donc voilà, qui dit Brive dit forcément passage à Amédée Domenech à l'époque. Et puis voilà, le rugby, c'est le sport qu'on a ensuite. On a toujours suivi beaucoup le sport, mais le rugby, c'était le sport qu'on suivait le plus dans la famille. Et c'est le milieu dans lequel je me sentais le mieux de m'impliquer, en tout cas au tout début de ma carrière de journaliste. Quand on m'a demandé de choisir une rubrique, je n'ai pas trop hésité, j'ai choisi le rugby, en me disant que peut-être dans les semaines, mois à venir, je changerai. Et en fait, j'y suis restée. Donc voilà, sans grande originalité, c'est une transmission familiale de passion. Tu y es resté à notre plus grand bonheur, en tout cas. Et du coup, pour continuer, comment tu t'es fait ta place en tant que femme dans ce milieu aussi, on va dire, testostéroné que le rugby, quoi. Comment ça s'est passé? J'ai à la fois un peu de chance parce que je suis arrivée dans ce monde et dans ce milieu à l'époque où ils voulaient féminiser les rédactions. Il y avait quand même un peu une volonté de la part des rédacteurs en chef de mixiser, je ne sais pas si ça se dit, vous avez compris, les rédacts de sport qui étaient quand même essentiellement et grandement majoritairement masculines. Donc, je suis arrivée à ce moment-là, mais bon, une fois que tu es entre guillemets le quota, il faut l'assumer. Donc, j'ai dû beaucoup travailler. Beaucoup travailler. J'ai passé, je pense, les 5 premières années de ma carrière à ne jamais oser dire je ne sais pas ou comment on fait ça, parce que j'avais la terreur d'être la fille qui ne connaît rien, d'être cataloguée dans ce côté, voilà, elle est nulle, on va demander à un garçon de le faire, on va pas la mettre elle, alors que les mecs, eux, dans mon milieu, osaient complètement dire ça, je sais pas, expliquez-moi. Donc ça, c'est vrai que les premières années ont été compliquées et que mon apprentissage a été assez solitaire, en fait, dans des codes, de comment bien faire. Et puis après, ce qui m'a, je pense, légitimisé et ce qui a terminé de m'intégrer dans le rugby, c'est mon passage de 4 ans à Eurosport, où là, quand tu fais la Pro D2, tu es sur les terrains toute l'année, que tu es à Aurillac au mois de février. Voilà, tu ne peux pas tricher. Il y avait une question sur le froid. Il y avait une question sur le froid. Ouais. Là, tu es au contact du vrai rugby et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et dans ces moments-là, dans ce contact-là, en Pro D2 et en bord terrain, est-ce que tu as eu, je sais pas, c'est une question qui est beaucoup revenue, des gestes déplacés, alors je ne demande pas forcément de balancer les noms, etc. Même si, alors sauf si c'est un anglais, bien évidemment. Là, la jurisprudence Owen Farrell, pas du tout. Alors, Owen Farrell en Pro D2, Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, est-ce qu'on a été, est-ce qu'on a été même dur avec toi? Tu parlais d'avoir peur. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les gens ont été plus durs avec toi? Alors, jamais. Les acteurs du rugby, les joueurs, les présidents, les entraîneurs, les staffs, jamais. J'ai sincèrement toutes mes mauvaises expériences qui sont inhérentes à ces problèmes de genre et de dualité homme-femme viennent plus de mes confrères et du monde professionnel qui m'entourait, mais sur le terrain, jamais. Alors peut-être qu'au début, on a mis un petit peu de temps à me prendre au sérieux ou à me valider, m'accepter complètement, mais j'ai jamais été mal accueillie. J'ai aucune expérience de joueur qui s'est mal comporté ou qui a eu un mot, une intention, un geste inapproprié. Et en réfléchissant, non, la seule fois où, mais ça c'est un truc de vie perso, c'est que j'ai été en couple pendant un certain nombre d'années avec un joueur, Lucas, et sur le terrain, alors je pense qu'il ne me disait pas tout,
Mais quand ils jouaient, quand Narbonne allait jouer à Béziers ou à Perpignan ou à Carcassonne, j'étais un petit peu au centre des attaques verbales qu'ils pouvaient recevoir. Un jour, un joueur de Béziers espagnol qui joue première ligne a eu a eu une phrase absolument nulle et du coup, j'étais allée voir après. Souvent, les phrases échangées au sein des mêlées peuvent être assez dures. Hein, ouais, généralement, c'est les mamans, les sœurs ou les copines. Donc... C'était une question de Paul Zopi, Théo Ardège, de Clément James Newman, Adrien Brost, Thomas Ignacio et Di Beto Souas. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton meilleur souvenir du bord du terrain? Ou tes meilleurs souvenirs? Vous me posez cette question 4 jours après France-Angleterre, donc... C'est dur, c'est ça, c'est trop dur de passer. C'est dur. En vrai, en plus, c'est très particulier parce que parfois, tu vis des émotions très fortes parce qu'elles sont collectives, comme le France-Angleterre ou le France-Nouvelle-Zélande ou un derby basque quand je faisais la Pro D2. Et parfois, pour des raisons beaucoup plus personnelles, il y a des matchs qui comptent plus que d'autres, des premières fois, des dernières fois. Mon dernier match de Pro D2 à Colomiers puis Bourg-en-Bresse, c'est des matchs où j'ai pleuré alors qu'il n'y avait littéralement aucune raison de pleurer. C'est l'émotion, c'est normal. Moi pleurer, quoi. C'était à Bourg-en-Bresse, c'est ça? Donc c'est une raison de pleurer. Au Yona, ouais. C'est une belle raison de pleurer quand même. Je pense que malheureusement. C'est vous qui dites, moi je ne dis pas ça. Non, mais c'est nous, nous on se permet. Hein. Nous on se moque de tout le monde, à commencer par nous. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, alors, si là, pour très rapidement, la plus drôle, si la première à laquelle tu penses, la plus drôle. La plus drôle, c'est à Dax, quand je cherche les dents de Jérémy Gondran sur le terrain. C'est un Dax Oyonnax. Il prend un plaquage assez costaud au niveau de la mâchoire et en fait, il avait 2 fausses dents, enfin, je pense des bridges, quoi, des dents qui sautent, quoi. Et en fait, il les a perdues. Et à la fin de la première mi-temps, tous les joueurs rentrent au vestiaire. Moi, je fais mes interviews. À un moment, je me retourne et je le vois à 4 pattes sur la pelouse. Et en fait, première réaction, je me dis, il est commotionné, personne ne l'a vu. Donc, je vais le voir. Parce que la Pro D2, tu fais quand même un peu ce que tu veux. C'est-à-dire, si je pouvais rentrer sur le terrain pendant le match, personne ne te dit rien. Et il me dit, j'ai perdu mes dents. Et donc, on a cherché ses dents pendant 10 minutes, je pense. On ne les a jamais retrouvées. Donc, l'histoire ne se finit pas forcément très bien. Mon compte en banque a dû s'en souvenir, mais on ne les a jamais retrouvés. Mais franchement, ce moment-là, quand j'y repense chaque fois, je me dis c'est quand même improbable, quoi. Improbable. Et donc, ça serait aussi la plus dingue, finalement. La plus drôle et la plus dingue. Ouais, la plus drôle, la plus dingue, sans réfléchir, je te dirais, c'est d'interviewer Piriwipou à Narbonne, justement, en Pro D2, où à un moment, je me suis dit, si on m'avait dit un jour que j'interviewerais Piriwipou après un Narbonne-Montauban au Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne, je n'y aurais pas cru. C'était un peu dingue. C'est une des rares fois où, j'avoue, je reconnais que d'être en face de lui, j'ai été un peu impressionnée. Ouais. Tu t'es sentie un peu petite, quoi, en face. Quoi. Ouais, exactement, ouais. Et c'était en anglais, enfin, c'est dire où il parle. Ouais, on l'a fait en anglais. Et l'accent néo-zélandais, bonsoir, c'est ça. C'était ma deuxième question, parce que moi, j'y comprends jamais. Parce que comme l'accent écossais, moi, j'y comprends jamais rien. Ouais. De travailler avec des anglophones, accent gallois et pire. Et je pense avoir peut-être une petite idée sur la toute prochaine, pareil, très rapide, émouvante. Et ton interview bord terrain la plus émouvante. Parce que moi, je pense à ça, mais... Ah ouais, Peato, ouais. Et dans le même genre, un peu Damien Penaud, quand il est champion d'Europe de la Challenge avec Clermont à Newcastle, où son père Alain est dans les tribunes et il y a un petit eye contact pendant l'interview et ça le fait un peu vaciller et il est très ému. Moi, les histoires de filiation, de parents et tout, ça m'a à chaque fois, c'est... Ça te parne? Ça me parle. Ouais. Mais Peato, c'était très émouvant, ouais. Et malgré tout, je n'ai pas voulu prolonger le truc parce que justement, je ne voulais pas lui imposer ça. C'était une question de Max Guéret, un nom en cyrillique qui s'affichera juste en dessous, qu'on n'arrivera pas à prononcer. Eloine Erlin et Adrien Choubac-Béjou. Et je te laisse la suite pour la prochaine question. Alors, on t'a vu, effectivement, question d'Arthur Planté, on t'a vu sur les JO, là, juste avant de revenir au tournoi. Mais alors, donc, à part le rugby, est-ce qu'il y a d'autres sports que tu as envie de couvrir, un peu plus, avec un peu plus de fréquence? Je sais pas, peut-être, je sais pas, le foot peut-être, ou surtout pas le foot d'ailleurs pour le coup. Non, surtout pas le foot. Surtout pas le foot.
j'aime bien le foot, je regarde le foot, mais couvrir le foot, non, ça m'intéresserait pas. Quand je vois ce que vivent mes consoeurs dans leur milieu, ça me donne pas du tout envie. En fait, de vivre les JO, ça m'a ouvert à un monde et un champ des possibles immense. Et là, j'ai adoré le ski. J'ai trouvé ça vraiment chouette, les Jeux de Pékin. C'était bizarre pour 12 milliards de raisons, mais en termes de fond et de contenu, on a vécu des trucs assez cool. Et j'ai trouvé que c'était un milieu très sympa. Et en partant, je me suis dit, tiens, je bosserais bien un petit peu sur ça. Après, à France Télé, on n'a pas trop de droits télé de ces trucs-là, mais même faire du reportage, partir un petit peu à la rencontre de ces gens m'intéresse. Ouais. Et juste, tu parlais de tes autres concerts, ça me fait penser immédiatement, même un peu ce que tu avais dit auparavant, au documentaire de Marie Moreno. C'est à ce moment-là où vous avez un peu discuté, vous avez dit, tu as vu, entre guillemets, par rapport à ce que tu nous racontais, que tu as plus de chances d'être dans le rugby que dans le foot? Ouais, moi j'ai beaucoup de chance. Et puis encore une fois, les joueurs sont vraiment adorables avec moi, donc j'ai beaucoup de chance. Non, mais après je le vois, même je le vois quoi, sur les réseaux sociaux. Quand je vois les insultes qu'elles se prennent, moi on m'a jamais dit rentre à la cuisine ou enfin ce genre de trucs là. J'ai reçu des messages un peu lourds et désagréables, ça c'est arrivé, mais jamais on m'a renvoyé à ma condition sur les réseaux en tout cas. Au travail c'est autre chose, mais sur les réseaux. Et je ne sais pas si je pourrais humainement et émotionnellement travailler dans un truc, dans un milieu aussi hostile, vulgaire et violent, quoi. C'est rude. Ouais. On a vu passer sur Twitter le Cécile, ma redevance à moi. On a trouvé ça. Ah, c'était trop mignon. C'était trop mignon. C'est sûr que c'est moins hostile quand on voit ça. Ou même dans un autre cas, Isabelle Turburu, qui est quand même souvent très bien accueillie aussi. Ouais. Du coup, question suivante de Xavier Duplan, Loïc Turbo Basque, Louis Camezouli et Martin Messonnier. Est-ce que tu as toujours voulu devenir journaliste et journaliste rugby? Non. Alors franchement, je ne vais pas faire le coup de la vocation. Jusqu'à mes 24 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je faisais des études de lettres. Et quand je suis arrivée en master et qu'il a fallu faire un stage, c'est là où j'ai vraiment commencé à me demander ce que je voulais faire. Et le journalisme est arrivé assez naturellement, le journalisme sportif dans un second temps. Je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'il y a un truc à faire, des histoires à raconter différemment, une place à prendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé en stage à l'équipe. Et là, pour le coup, dès le début, je me suis dit, OK, ce métier est quand même très, très cool. Donc, j'y suis restée. Mais quand j'étais petite, je ne regardais pas la télé en disant à mes parents, un jour, je serai à la place de machin, un jour, je ferai ci. Ce n'était pas du tout un projet. J'ai toujours vécu, moi, en me disant, on verra, on décidera en temps voulu. C'est un beau projet de vie aussi, se faire porter par les parents. Oui, voilà, ça s'est construit très naturellement. Tout s'est fait très naturellement, en fait. C'est des fois la bière. Hein. C'est ça. Maintenant, on passe à une question de Polo de Grand Maison. Pour toi, quel est le rugbyman le plus drôle? L'humour, c'est quand même très subjectif. Le plus drôle. Alors, moi, Damien Penaud me fait beaucoup rire. Et en plus, pour la petite anecdote, je vous donne un scoop. Nos mères se sont rendues compte que nous étions cousins parce que ma mère s'est mise à fond dans la généalogie. Mais vraiment, ma mère, quand elle commence un truc, elle y va à fond. Et elle a commencé à avoir des doutes en voyant 2-3 noms apparaître. Et elle m'a dit, appelle Damien si tu peux. Demande-lui s'il a un grand-oncle qui s'appelle comme ça. Donc, je lui dis, OK. Donc, j'appelle Damien. Damien me fait, alors là, moi, je ne peux pas te répondre. Appelle ma mère. Donc, nos mères se sont appelées. Et elles ont remonté la pelote de laine. Et donc, on a découvert qu'on était cousins. Et c'est peut-être pour ça, je ne suis pas très objective. Mais il me fait rire parce qu'il a une simplicité et un détachement de tout qui le rend extrêmement sincère, en fait, dans son humour. Ça s'est vu avec le trophée Destination. Oui. Même la réponse et tout, elle est tellement décalée dans ce monde super policé de la communication. Ouais. Il s'en fout, en fait. Donc, c'est cool. Moi, je le trouve très drôle. Mais c'est intéressant comme histoire parce que peut-être que nous aussi, on a des cousins, je ne sais pas. Je vais voir. Après, Damien est briviste, donc il y avait quand même un point de départ commun. On a un briviste dans l'équipe de Modo. On lui demandera peut-être que c'est aussi. Ça va, tous les brivistes ne sont pas cousins non plus.
On sait, c'est pour la blague. Non, mais on vient de Paris, tu sais, nous, ça sort du périph. Ouais, ouais. Ah ouais, Paris, attends, mais bon, hein, quand même. Il y a C'est qu'à- toi le Parisien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Du coup, la question suivante de Baptiste Angibaud et de Florent Creissac. Donc, est-ce que tu penses que le rugby a peut-être touché son plafond médiatique ou pas? Ça veut dire que là, il ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui? On arrive peut-être, c'est sûr qu'on ne concurrencera jamais le foot, mais qu'on arrive peut-être à un plafond, vu que ça fait quand même un bon moment que le rugby n'a pas vraiment totalement décollé en termes d'audience. Bon, sauf au dernier match, hein. C'est les super audiences, mais c'est vrai que ça n'arrivera jamais au niveau du foot, même dans des moments exceptionnels comme l'Angleterre. Et aussi, c'est pas tant ça, c'est aussi même mondial. Est-ce que tu penses que l'Espagne arrive un peu enfin à décoller, mais l'Allemagne, il y a des grands pays de foot. Voilà, c'est quand même assez dur de faire du rugby partout dans le monde. Ouais, c'est quand même un petit club. Enfin, un petit réseau. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, ça se voit avec les audiences du top 14 qui sont pas ouf, alors que l'équipe de France cartonne, à part les matchs du Stade Toulousain et peut-être un peu La Rochelle maintenant, il y a quand même des clubs, des chapelles de rugby qui intéressent les gens parce qu'il y a les internationaux. Mais si tu prends les audiences d'un Castres Pau, sans faire offense aux deux clubs, parce que alors je sais que les Castres sont très touchy, tatillons, voilà. Non, mais voilà, c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup d'audience. Après, là, à voir avec le Grand Chelem quand même, parce que la génération Dupont, d'ailleurs, Antoine, on le voit, bon, il s'est fait un peu brancher et tout, mais la coupe de JQ, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire qu'il commence à dépasser le cadre de son sport. Et dans la même semaine, il est C'est à vous, il fait quotidien. Donc, à voir avec quand même cette génération, parce qu'il y a plein de mecs qui sont dans l'air du temps aussi et qui sont très modernes. Le côté un peu rugby cassoulet, c'est terminé. Donc, peut-être que ça va les ouvrir à un public, un nouveau public. Je serais assez curieuse. C'est une bonne question. Parce que selon toi, les Ntamak, beaucoup de Toulousains d'ailleurs pour le coup, ça va leur faire plaisir qu'on les cite, ils peuvent être cette locomotive qu'on a eu un moment avec Michalak, etc. Ouais, je pense. Chabal, la dernière star du rugby français, c'est Michalak. Chabal pour d'autres raisons, pareil, sans lui faire offense, c'était pour ce qu'il incarnait, l'homme des cavernes, tout ça. Mais la dernière star qui allait à la Fashion Week assister au défilé, c'était Frédéric Michalak. Donc, il était même mannequin. Et même mannequin, il a quand même emmené et ouvert le rugby à un public féminin déjà à l'époque. Maintenant, ce public-là, il est acquis. Maintenant, je pense qu'il va falloir aller chercher, moi, les jeunes surtout. Les jeunes, ceux qui aiment le foot aussi. Donc, je serais assez curieuse de voir comment ça va se passer dans les prochaines années. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que tu n'as pas peur qu'avec justement ce gain de nouveau public, que le rugby perde un petit peu son identité, son esprit et tombe un peu dans la dérive d'autres sports ultra médiatisés, quoi, ça va être tout l'enjeu. Et puis toute la réflexion des gens qui travaillent autour de ce monde-là, dont c'est le travail, en com, en marketing, c'est de s'ouvrir tout en gardant une forme d'identité, de tradition, pour ne pas perdre le public plus terroir et plus acquis depuis de nombreuses années. Mais franchement, pour les voir, les mecs du 15 de France, ils ont un côté très… ils conscientisent vachement leurs origines, d'où ils viennent, qui ils sont. Donc ça, je pense que ça les protégera toujours de ce basculement. Je n'ai pas dit bascule, d'ailleurs. C'est un mot à prendre. Donc voilà, mais je trouve que c'est une bonne question. Il faut voir, mais ça va être tout l'enjeu. Mais je pense qu'ils savent quand même d'où ils viennent. Donc ça m'étonnerait que ça devienne un truc un peu trop guindé pour autant. On va revenir sur toi, entre guillemets. Donc, c'est une question de Simon Taurine et Grégoire Douai. Est-ce que tu aimerais commenter, vraiment commenter, être à la place de Yashvili, par exemple, ou Mathieu Arthaud? Alors oui, j'aimerais commenter. J'aurais peut-être dû pu commenter sur le tournoi Destination Féminin qui commence cette semaine. Pas les premiers matchs, mais les autres, des autres nations, puisqu'il y a Jean Abeyou qui commente et qui le fait très bien, et que moi, ça aurait été ma première fois. Mais il y a la Coupe d'Europe, donc je ne suis pas dispo. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien essayer, même si je pense que j'aurais une sacrée trouille. Et j'aurais adoré pouvoir m'entraîner à le faire plus tôt quand je faisais la Pro D2, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Parce que c'est dur de commenter, surtout quand tu as une voix féminine, il faut savoir la poser.
Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais après, prendre la place de Mathieu ou Dimitri, il y a quand même une bonne grosse marge, quoi. J'en suis loin, on va dire. On enverra un mail. Tu nous Ouais. diras à qui, on dira ouais, nous, on veut s'en Cécile. D'accord. On va faire du Vous pouvez lobbying. demander une augmentation au passage, ça m'arrange. Question suivante de Étienne Nodijo Glenslomini. Désolé si on prononce mal. Hein. Si Pierre Saviac t'invite à dîner pour enterrer l'âge de guerre, quelle serait ta réponse? Bah, j'irai. Ouais, j'irai dîner avec lui. Je pense que moi, je le déteste pas. Hein. Je n'ai rien contre lui. Très sincèrement, en plus, je ne le connais pas. Je l'ai pas croisé pendant ma carrière. J'ai eu une réponse peut-être un peu radicale, mais en fait, je réponds jamais. Mais là, je sais pas, je me suis dit non. De temps en temps, ça fait du bien de rappeler aux gens aussi qu'ils peuvent pas tout dire. Et surtout, ça, c'est un truc moi auquel je tiens, c'est la confraternité, même s'il est plus, il est retraité. Les journalistes qui commentent le travail des autres journalistes, qui démontent le travail des autres journalistes, c'est un truc qui me laisse très dubitatif, que je ne comprends pas. Comme je ne comprends pas qu'on prenne 5 minutes de son temps pour écrire un truc très méchant en général sur Internet. Mais donc, ouais, j'irai dîner avec lui et puis j'aimerais bien essayer de parler avec lui de tout ça, de ma génération, de ma génération, de ce que je représente et de la sienne, de l'héritage qu'il a laissé. On t'a aussi posé la question parce qu'on a fait un mème dessus, enfin pas nous, mais un de nos membres éminents qui était Pierre-Henri Demuys, qui avait fait un mème qui avait été repris. Sur la chaise roulante? Ouais. Ah ouais. Ça vient d'une archi de rugby, ça. Parce qu'après, il a été popularisé par Boucherie-Ovalie. On fait un petit coucou à nos confrères à Boucherie-Ovalie et à Pierre Lérinck, qui est sur le Nurchi aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait poser la question, parce que nous, ça nous a fait beaucoup réagir. Et sans vouloir te cirer les pompes, on était quand même, je pense, à 99%, tout le Nurchi derrière toi, et on avait adoré la réponse, nous, personnellement. Nous, on avait tous surkiffé, franchement. Tout ça, on a bien rigolé. C'était top. Il m'a tendu une perche et je l'ai saisie, mais voilà. Après, j'ai pas de haine contre lui et s'il m'invite à dîner, je paierai même peut-être le café. Là. Ah bah, c'est si généreux. Une question de Nicolas Lagneau, c'est quand on est comme toi sur le bord de terrain, est-ce que tu as une obligation de rester calme en toutes circonstances? Par exemple, quand tu as vu Ntamak prendre le ballon dans son embut, est-ce que tu n'as pas envie de courir avec lui? Tu n'as pas envie de, je sais pas, jeter ton micro C'est une trop bonne question qu'on ne m'a jamais posée et qui a une réponse. C'est que, quand je faisais la Pro D2, c'était génial parce que, évidemment, on était dans des plus petits stades avec des dispositifs beaucoup plus petits. Donc, je pouvais un peu aller où je voulais. Parfois, j'allais même parler aux remplaçants dans l'embut pour leur poser des questions, etc. Quand je suis arrivée sur le France Télé, Coupe d'Europe, matchs internationaux, on m'a quand même clairement fait comprendre que j'avais 4 mètres carrés et qu'il ne fallait pas que j'en bouge. Mais en fait, je bouge tout le temps. Je suis incapable de rester statique pendant un match. Et d'ailleurs, le France-Nouvelle-Zélande, quand je l'ai revu, j'interviens quasiment pas parce que c'est la première fois de ma vie et j'ai essayé de pas le faire contre l'Angleterre que au cours du match, je suis devenue spectatrice en fait. J'arrivais pas à me mettre dans le truc de taf tellement je vivais un truc fort et tellement j'étais heureuse d'être là en fait. Donc, tu es proche du terrain. Pour le coup, là, dans ces moments-là, tu vois tout, quoi. Tu vois tout et puis tu es quand même à côté du banc du staff qui a beaucoup, qui est dans un halo d'émotions hyper fortes que tu reçois et réceptionnes forcément. Donc, je crie pas, je saute pas, etc. Mais je peux avancer avec lui, me rapprocher le plus possible et applaudir, être contente s'il marque. Je ne m'en prive pas. Et enfin, dernière question avant de passer à la prochaine catégorie. C'est une question de Benoît Gozard et de Paul Stroman. Quel rugbyman ou rugbywoman ancien ou actuel tu admires ou tu admirais le plus et que tu rêverais d'interviewer? Plusieurs noms en vrai, tu n'es pas obligé. Ouais, j'ai de la chance. Interdit de citer des brévistes. On va compliquer la question. D'accord. Anglais et bréviste. C'est Ouais, ça, anglais, on ne devrait même pas en parler d'ailleurs. En anglais, je ne viendrai pas à l'esprit, je pense pas. Mais j'ai interviewé Maro Itoje et c'était quand même un moment très sympa. Donc c'est peut-être le seul que je respecte. Ouais, lui, il est toléré. C'est le de plusieurs membres du Nurchi et de la Modé. Donc,
C'est un bel, c'est un bel Ah, mot, ah c'est oui, un bel oui, mot, ouais. on peut le lire. Un bon bébé. Donc, qui. Ouais. Franchement, là, très sincèrement, j'ai pas trop d'idées parce que j'ai eu de la chance, j'en ai interviewé vraiment beaucoup, même les Néo-Zélandais. J'ai eu des occasions de rencontres qui étaient vraiment, vraiment cool. Mais moi, j'aime bien les joueurs de rugby qui disent des choses et qui ne sont pas trop lisses et trop sages. Donc, j'avais interviewé Danny Cipriani aussi, mais c'est un Anglais, avant la Coupe du Monde 2015. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est quelqu'un de très écorché et qui dit plein de choses très intéressantes. Donc, je vais réfléchir et d'ici la fin du live, j'essaie d'avoir une réponse. Non, mais c'est vrai que pour le coup, juste pour venir très rapidement, on rigole beaucoup avec les Anglais, mais c'est vrai que Cipriani, il a une histoire absolument incroyable. Incroyable. Et il en parle très bien. Ouais, pour le coup, je ne l'avais pas vu l'interview, mais Ouais, on va la chercher. on va la chercher. Eh ben merci. Donc, c'était la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On était obligé de parler de ton compère. Donc, la deuxième partie s'appelle l'Arto Outard. Il a poussé les Anglais. Je ne sais pas si on lui a déjà fait celle-là. Ah ouais, Ah ouais. j'espère pas. Faudrait lui demander. J'ai tout donné. J'ai fait venir tous les modos. On a fait un brainstorm. Ouais, il y a du taf, mais ça se voit. Ça se voit. D'ailleurs, un post qui recense toutes les phrases, tous Ouais. les jeux de mots de Mathieu Lartaud Ouais. sur C'est vrai. dit pendant les matchs. Et à chaque fois, à chaque match, ce post il revient en top où les gens rajoutent et rajoutent et rajoutent. Faudrait que. Ouais. Faudrait Bah, en faire une liste. pour le coup, on le tag très souvent sur Instagram. Il est très beau joueur parce qu'il nous répond pas forcément, mais au moins il aime ou il a partagé même une fois une blague. C'était sur Cyril Bay Il n'y a que Bay qui il n'y a maille. que Bay qui maille. Donc forcément. On était tous avec un face palm quand on a vu ça dans la télé. Mais on a adoré. En fait, on Incroyable. adore. On adore. C'est Vraiment. pour ça. Donc la première question, elle est de Laurent LR. Donc est-ce que tu aimes le magret et fais-tu ce métier contre ton gré? D'accord, ok. Voilà. Donc ça commence comme ça. Alors, j'ai une de mes cousines très proche, ma tante a failli l'appeler Emma. Et réunion de famille, on lui a dit, mais attends, t'es sérieuse? Et elle n'avait pas, Elle n'avait jamais fait elle de avait pas tilté. Donc, en plus, elles habitent à Agen, dans le Lot, donc genre une mauvaise idée, quoi. Elle aurait pris. Donc, ouais. Magret, contre mon gré, beaucoup de Grey's Anatomy aussi. 50 nuances de gré, j'ai eu aussi beaucoup, ça revient. Ouais. Donc, mais j'aime beaucoup le magret. On avait supprimé une partie de la question, c'est est-ce que tu es une cousine éloignée de Jean-Baptiste Gros? Voilà, Gros, Gré, peut-être. Non, voilà. Puisqu'on a appris maintenant que tu étais une cousine éloignée de Damien Penaud. On peut se demander. Maintenant si. Il y a une lettre qui s'est perdue dans. Ça arrive. Hein. On a vu des choses pires que ça. Ouais. J'ai les mêmes lunettes que Jean-Baptiste Gros. Et de temps en temps, on en rigole. Bon, on en reviendra. Il y a une question lunette. Ouais, parce que c'est quand même le seul dans le rugby qui a des belles lunettes. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais on en reviendra parce qu'il faut à tout prix qu'on parle de certaines lunettes. Ouais. Ça, c'est important qu'on ait ta réponse. Du coup, question suivante de Max Guéret et de Anoulak Elfassi. Est-ce que Mathieu il coupe un petit peu en dehors des matchs? Ou est-ce qu'il est toujours comme ça à enchaîner les jeux de mots comme ça? Ah non, t'imagines, enfin non, je serais au bout du rouleau. Ah, mais on en connaît certains qui lâchent des tout le temps, qui sont tout le temps comme ça. Bisous Pete. Mais, c'est vrai. voilà. Mais voilà, ils sont tout le temps comme ça. Mathieu n'est pas comme Pete. Non. Mathieu, il joue un petit personnage même pendant les matchs. Et puis maintenant, il cultive un peu ce truc-là. Mais non, au bureau, dans la vie quotidienne, il est drôle, mais autrement. Enfin, les jeux de mots, il les réserve quand même à l'antenne. Et c'est très, très bien comme ça. Parce que je pense que... Ou ça vient comme ça? Tu sais ou pas? Je pense qu'il les... Je sais pas, mais je pense qu'il les prépare. Il faudrait lui demander, mais je pense qu'il les prépare. Et on se demandait d'ailleurs, et c'est aussi un membre, Guillaume Delmas, qui se demandait s'il y avait un concours pour les anticiper, ces jeux de mots. Est-ce que chez vous... Alors là, la dernière fois, ils ont fait un concours avec Yash sur Ali Price, le premier qui sortait, le juste prix, et je crois que c'est Mathieu qui a gagné. Ouais, ils se mettent des petits défis de temps en temps. Ouais. Pas mal. Bon, c'est drôle, en tout cas, pour le coup. Oui. C'est subtil, c'est-à-dire que tu vois, il faut quand même un peu... c'est pas la fête d'Islip, quoi. Tu vois, il y a le prize, juste prix, tu vois, J'avais oublié Islip. J'avais oublié la fête d'Islip. Ouais, c'était...
Et ça va, tu arrives à garder ton contrôle, tu les apprécies ces jeux de mots ou ça te... Bah, alors, un jour, pendant un match, je lui avais dit, je lui avais dit à l'antenne, il y en a certains que vous pouvez vraiment garder pour vous, hein, parce qu'on se vous voit à l'antenne. Et on en avait rigolé, mais parce que moi, tout ne me fait pas rire. Je ne vais pas vous dire que je suis, pourtant je suis bon public, mais il y en a certaines que je trouve un peu poussives. Voilà. Mais après, ça fait partie de son personnage. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on l'adore. Ouais. Et puis, ça, franchement, pour le coup, ça marche un peu tout le temps. Moi, je me rappelle effectivement. Les attentes. Ouais, Ali Price, on dit, allez, quand est-ce qu'il nous le fait, le juste prix, Leader Price? Il y en a certains, on le sait, on sait dès le début qu'il va la sortir. Du coup, la question suivante de Alexis Chiesa. À quand un match de rugby entre les présentateurs de France TV et de Canal+? Mais tu sais que je crois que ça existe pendant les Coupes du Monde. Alors là, on ne l'avait pas fait au Japon, mais pendant les Coupes du Monde où tous les journalistes voyagent ensemble, je crois qu'il y a des matchs comme ça. Pourquoi pas, bientôt. Alors, je ne peux pas trop trouver face à Chabal, hein, mais côté Canal+. Est-ce que les consultants, parce qu'il y a quand même quelques consultants aussi pas mal à France Télévisions, ce Kaiser et tout, s'ils tombent sur... Kaiser. Ouais. Là, ils ont pris Manol là, pour aider un peu. Il y a des bons, mais moi, je pense que je me mettrai à l'aile, comme ça, je me planquerai un peu et j'attendrai dans mon coin de recevoir un ballon. Mais écoute, pourquoi pas? Il faudrait que tout le monde soit en état et d'accord, mais en tout cas, ce serait cool. Pas de problème. On fait une organisation et de la commercialisation, parce que je pense qu'on a compris qu'on était un peu vénal depuis le début. Ouais, j'ai tout de suite vu. Merci, donc c'était la partie Lartaud tout tard, et maintenant on va passer à la partie 15 de France. Un sentiment incroyable, le rêve d'une vie. Et donc la première question de 15 de France, donc de Stel CF, Dave Chris et Jérémy Van der Champ. Donc selon toi, qui va remporter la Coupe du Monde et pourquoi la France? Et surtout, est-ce que tu penses comme nous, les supporters du Stade français, que ça sera grâce à Joris, le grand 10 secondes qui amène mais Joris à la place de qui, du coup? À la place de tout le monde, je sais pas. Non, donc Tamac. Tamac même moi, je sais que c'est une bêtise. Mais bon, on l'aime. Cela dit, Joris second, je l'ai vu marquer des pénalités de 60 mètres à Jean Alric, à Aurillac. Ce serait pas complètement. Après, c'est un super joueur. Franchement, je pense qu'il est pas loin. Il est pas loin dans les têtes. Qui va gagner la Coupe du Monde? La France, évidemment. Je vois difficilement comment ça pourrait leur échapper. Et j'espère surtout que ce sera eux, parce que ce serait une fête formidable, quoi. Mais en tout cas, tu ne mets pas la pression. Ça, c'est sûr. Qui serait ton favori en deuxième position, peut-être? Je pense que les Anglais, là, tu vois, ils mangent un peu leur pain noir et tout, mais je pense qu'ils vont revenir. Là, ils sont en train de prendre, d'encaisser, mais je pense qu'il leur manquait quand même pas mal de joueurs pendant le tournoi, tout ça. Ouais, les Anglais. Et puis, sinon, la classique Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, quoi. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est sur TF1, donc tu vois, c'est toujours un crève-cœur pour moi. Ça fait chier, quoi. tu fais les tournois tous les ans et le meilleur truc, le truc cool de tous les 4 ans, tu l'as pas, quoi. Pas du tout les Irlandais, du coup. Tu les vois pas monter sur la comme d'hab, quart de finale et c'est tout? Ouais. Rhabillé. Et en tout cas, non, juste préciser pour les membres du Nurchi, quand on a discuté dans nos premiers mails, tu nous avais dit on se revoit après le grand chelem de l'équipe de France. C'est vrai que tu avais. Donc voilà, il y a un loto ce soir, Cécile. Si tu as les bons chiffres, t'hésites pas. Les chiffres, je vais réfléchir. Mais je suis nulle à ça. En profiter également. Fait 50-50. D'accord, ok. Parce que c'est votre idée, évidemment. C'est ça, évidemment. On n'a pas poussé le vice à 60-40 non plus. Voilà. Ah oui, moi j'y croyais. J'avoue que là, je pense qu'on était, je ne sais pas combien de millions de gens du rugby en France qui y croyaient. On y croyait, mais l'ambiance, même au sein du Nurchi, même au sein de la Modé, on était très prudents, même avant le match France-Angleterre. Il y avait beaucoup de gens on était très en mode oui, on y croit, mais.
Bah, On ne sait Ah, jamais. on a été mal habitués aussi. Donc, ouais, et puis il n'y a pas Sekou Makalou, donc je peux d'accord. comprendre. Je peux comprendre. Donc là, il va falloir que tu fasses tu vas faire du name dropping stade français à toute. Tout le temps. Alors lui, tout le temps. tout le temps. Tout le temps, c'est important pour moi. Je peux te dire que même sur le net, il est pareil. Bah, c'est ça. Non, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait. J'essaie de D'accord. rappeler qui sont les deux piliers. Et entre par guillemets, contre, du ouais, stade il y français. a un joueur qui ne prononcera jamais son nom, c'est Ficou. Ah, On parle pas. Ah, voilà. Je l'aimais, Gaël. Je l'aimais. Nous, on l'aime maintenant. Bon, bah, je reviens. Je lui ai un petit coup. Et... Et du coup, prochaine question de Gilles Durand, Théo Timsonnier, Jesse Goss et Alex Andreux. Commencez d'interviewer Fabien Galtier. c'est une plongée dans l'inconnu. Et Ça dépend de son humeur, ça dépend de son stress, ça dépend de ses émotions. C'est quelqu'un de très émotif, de très cérébral, qui triche pas, qui sait pas faire semblant. Donc ça peut être une qualité, très sincèrement. C'est qu'il arrive, il met pas de masque en fait quand il arrive au micro, mais ça peut aussi te faire vivre des moments de très grande solitude, quoi. Ouais. Quand il a pas envie, il a pas envie. Donc, mais quelque part, quand il n'a pas envie, ça dit quelque chose et ça raconte aussi l'état d'esprit dans lequel il est. Donc, moi, j'essaie de jamais le prendre perso. Hein. Je sais que c'est pas contre moi. Je sais que c'est juste un état émotionnel qu'il a envie de vivre et de surtout pas contrôler, quoi. Et, On ouais. se posait quand même pas mal la question. Quand même quelques vannes dessus, forcément. C'est vrai que parfois, on est un peu comme ça, circonspect. Ouais. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de tes reportages, toujours pour rester sur cette question avec Fabien Galtier. Est-ce que tu penses que, comme nous, on a l'impression, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai changement d'ambiance, en fait, à Marcoussis, dans le 15 de France? On vit mieux maintenant, malgré ce qu'on peut voir dans tes interviews avec lui en bord terrain, mais est-ce qu'on vit Ouais. mieux? Bah oui, quand tu demandes à Gaël, par exemple, ou à Tonio, enfin des mecs qui ont connu le 15 de France version tristesse partie tout le temps, il y a une vraie différence. Je pense que c'est dû à plein de choses, au staff évidemment, à Fabien Galtier, mais aussi aux gens qui l'entourent et surtout à la génération de joueurs qui sont très potes en fait en dehors, quoi. Donc moi j'ai fait la fête avec eux samedi soir après le Grand Chelem. Je m'en remets doucement. J'ai plus l'âge de ces trucs-là. Et ça se voit que c'est une vraie bande de copains. Honnêtement, hein, c'est pas du storytelling et tout. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais d'Antoine Dupont, la bande de copains, etc. Donc, c'est une question de Mathieu Delmas. Est-ce qu'il compte s'acheter un peignoir à sa taille? Parce qu'il était trop grand, le jaune, c'est ça? Il avait l'air immense. Après, Ouais. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il faudrait que je lui demande. Je ne vais pas demander parce que je me suis dit que tout le monde doit lui demander. Ça doit être tellement relou. Mais c'était audacieux. Voilà, on va dire que c'était à son image, audacieux, novateur, surprenant. Bon, moi, je ne sais pas si c'est le truc qui lui va le mieux. On remarque qu'il est le premier en tout cas, parce qu'on a vu des supporters en peignoir jaune sur le bord de terrain. Il a retweeté derrière la photo et tout. Ouais. Antoine, il est très, très intelligent. C'est un mec très intelligent. Il savait en faisant ça qu'il allait forcément se faire brancher par son milieu, quoi. Et pour continuer, question un peu mode, pour revenir au sujet de tout à l'heure, donc une question de Clément Duc. Est-ce que tu as des infos du pourquoi du comment des lunettes de Galtier ou d'Urios? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Même Urios, pour le coup. Même Urios. Mais Urios, c'est le premier à avoir des audaces opticiennes, on va dire. C'est le premier, Urios. Je pense, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est une forme de signature comme l'écharpe rouge de Christophe Barbier ou le chapeau de Marc Vera. Il y a un côté, maintenant, ces lunettes, c'est Fabien, quoi. Donc, il est malin, il sait comment être identifié, reconnu, il sait comment peut-être être même un peu caricaturé. Donc, ça fait parler. Et voilà, après, ouais, c'est un choix qui m'appartient, quoi. Je sais pas ce que je porterais personnellement, quoi, ce genre de lunettes. Urios, il n'a pas besoin de ça pour se faire remarquer, et j'espère qu'il n'a pas trop les boules d'avoir choisi cette paire de lunettes. Même Galtier. En plus, entre Fabien et Christophe, c'est pas l'amour fou. Donc, si on fait une rivalité fashion, ça commence à devenir compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à cette rivalité aussi là-dessus.
Ouais, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça, on a peut-être l'explication en fait. Il a voulu Il a voulu aller, concurrencer. Ouais. Ouais, Arrête, Fabien, Fabien, arrête de porter. on fera arrête de pas porter mes lunettes. c'est ça. Est-ce qu'il lui mettrait une gifle aussi? Bon, bref. Ah, c'est Ça, Dieu seul le sait. Question de Paulus Rosellas, toujours pour rester sur Fabien et Marcoussis. Est-ce que les gaufres sont interdits maintenant dans la cantine de Marcoussis? Je ne sais pas si on a déjà eu des gaufres à Marcoussis. Hein. C'est pas trop ambiance fête foraine ou même Rome. Par contre, je crois qu'il est interdit de dire gaufre à Marcoussis. C'est devenu un mot tabou. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un mot, faut pas le prononcer, quoi. Et enfin, dernière question avant la prochaine catégorie, donc de Damien Vaucher. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote sur les Bleus, un petit off sympa qui serait sympa, qui te viendrait en tête? Quand on était à Cardiff, justement, quand on rend l'antenne, on continue de travailler. Enfin, moi, je continue de faire beaucoup d'interviews pour nourrir les JT des régions, pour les émissions, tout le sport, Stade 2 et tout. Donc là, on a attendu longtemps à Cardiff parce que les joueurs devaient faire les contrôles antidopage, etc. Et en fait, à un moment, Thomas Ramos, qui, si je me souviens bien, n'est pas rentré face au Pays de Galles, est sorti faire du coup une séance avec le prépa physique pour pallier un petit peu le manque d'activité du jour. Et en fait, ce que j'ai trouvé trop cool, c'est que Astoy, il y en avait un troisième qui était donc hors groupe, donc en costume, sont venus faire le physio avec lui en costume. Et en fait, ils ont passé une demi-heure sur le terrain tout seul à Cardiff à l'encourager parce que je pense que Thomas était un peu contrarié de ne pas être rentré, que émotionnellement, il était prêt et que là, il avait plein de choses à sortir. Et donc, il ne l'a pas fait tout seul. Et ils sont sortis avec lui et j'ai trouvé ça trop chouette comme image. Ça en dit un peu long sur aussi leur état d'esprit entre eux, quoi. Et en costume, tu disais? Ouais, ils étaient en costume. Oui, ils sont restés en costume, c'est génial. Ouais, ils avaient les bières et tout, tu vois, mais ils étaient avec lui, ils faisaient des allers-retours, il faisait son fractionné, il l'aidait, il l'encourageait et tout. Donc, j'ai trouvé ça trop cool. D'accord. Eh ben, peut-être qu'un jour, s'ils veulent, nous aussi, on peut descendre. Et les billes, hein. On n'aura pas de costume, on aura les bières. Voilà. Ouais. Ouais, ça va. Et ben donc, c'était la fin de cette partie. On va passer à une partie qui va encore name-dropper du joueur du Stade français. Donc, le top 14. L'accélération, le sprint, la vitesse de Macalou qui fixe, qui donne, attention. Pour toi, attention, hein, parce qu'on peut aussi mettre fin à la conversation très rapidement. Pour toi, quel est le meilleur public de France? Donc, top 14 et Pro D2 confondus. Toi, tu connais quand même particulièrement bien la Pro D2. Vous êtes conscient que là, globalement, jusqu'ici, tout se passe bien, les gens m'aiment bien, c'est cool, je ne me fais pas trop insulter. Là, c'est la question. Le stade où j'ai eu le plus d'émotions, très franchement, c'est Bayonne. Ouais. Ah, il y a un membre de la modération, c'est le créateur du Nurchi, va être très très content d'entendre ça. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais, Bayonne, pourquoi? Parce que l'ambiance vraiment, ouais, puis c'est quand même à ça. tous les matchs, quoi. Tu vois, c'est pas que sur les gros matchs. C'est un stade qui vibre à chaque fois. Et j'ai un souvenir d'une demi-finale de Pro D2 Bayonne-Colomiers où vraiment c'était le feu, mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'une heure avant, le stade était rempli et ça chantait. Et puis, évidemment, les chants basques, la Peña Bayona à l'entrée des joueurs et tout, c'était vraiment fort. Donc, ça a été une émotion assez forte, je me souviens de ce jour-là. Mais Paris, c'est sympa de temps en temps. J'y vais. Ça m'arrive d'aller à Jambouin pour boire des bières et pas travailler. Mais, on se fait peu d'illusions. Hein. On a envie que ça revienne comme avant. Là, je pense. Les fans du Stade français, mais c'est vrai qu'on se fait quand même peu d'illusions. Je suis le premier. Et d'ailleurs, je me suis fait un peu tailler par les gens du Stade français que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit qu'il fallait peut-être que j'arrête un peu aussi de charrier le Stade français. C'est vrai. Non, ils l'ont très bien pris. Mais c'est vrai qu'ils m'ont un peu repéré dans les vanneurs du public et tout, parce que c'est vrai que parfois ça sonne creux, quoi. Ouais. Mais bon, je vais aller pleurer encore un petit coup. Je reviens. Et petite question subsidiaire, justement, on en parlait tout à l'heure, dans quel stade tu as eu le plus froid et d'ailleurs pourquoi c'est Jambouin? Niveau ambiance. Ou le gymnase.
Attends, en ambiance ou en météo? Les deux. Le 2, ouais, Les le deux, 2. Alors, la météo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là où j'ai eu le plus froid de toute ma vie, c'était à Albi. Parce que c'est un stade ouvert, en fait, donc il y a des courants d'air de malades. Et je me souviens d'un match où vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Genre, là, il faut que j'aille me mettre à l'intérieur, je vais faire un malaise. Après, c'est sûr que oui, Aurillac, tout ça, mais en fait, c'est des froids que tu anticipes, donc tu arrives à t'en sortir. Et en ambiance, ouais, en fait, c'est toujours pareil. Parfois, tu fais des matchs qui ne sont pas trop bien vendus, que les gens n'attendent pas trop. Je me souviens de matchs genre à Colomiers, sans grand enjeu, où il y avait vraiment 200 personnes dans le stade et c'était horrible, quoi. Enfin, Ouais. Ça, c'est pas cool. Et c'était une question de Benoît Baloucaban, donc de moi-même, de Poli ici présent et de Lolo Segura. Je laisse la suivante, je pense que. Ouais, Elle est ouais. pour toi, elle est pour Alors, toi. c'est pas la mienne, hein, c'est pas ma question, mais donc, mis à part Sekou Makalou, Ok. donc, selon toi, pardon, excuse-moi, qui a la meilleure technique individuelle du top 14, ou même qui est actuellement, mis à part Antoine Dupont, parce que je pense que Ouais. la question est quand même si vite répondue, comme dirait quelqu'un. Ouais. Voilà, donc, mis à part Antoine Dupont, serait pour toi le meilleur joueur du top 14 actuel? Bah, écoute, je vais aller un peu à contre-courant et je vais dire, j'ai adoré le tournoi de François Cross. Voilà, je trouve qu'il est trop fort. Ça se voit peut-être moins, mais vraiment, il est tellement propre et il apporte beaucoup de choses. En plus, c'est un super mec. Donc, voilà, je vais dire François Cross. Et puis, quel essai? Et quel essai? Peut-être Cyril Bay aussi. Hein. Attention, Cyril Bay, il est passé après contact, tout ça. Il fait des passes au pied. Enfin, il ne se censure plus là. Et puis, et puis c'est vrai qu'en technique individuelle, il y a 2-3 avant, et je dois l'avouer, malheureusement, à contre-cœur de Toulousain. Moi, c'est Movaca qui m'impressionne Ouais. personnellement. Parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire. Même je ne sais plus quel match, je crois que c'est l'Écosse, où il bat un défenseur, mais pas en lui rentrant dedans, mais en lui faisant un cap deb. Enfin, Ouais. Non, il est très athlétique, Movaca. Nous, on aurait tous laissé la tranche, quoi. C'est ça. Même moi, en tant que 3/4, j'ai laissé mes hanches. Donc, Donc, c'était une question de Julien Espravens. Et du coup, la question suivante de Constant CNC, donc je vais taire la fin. Quelle est ton équipe préférée? C'était pas de moi, c'était de Et en Constantin. fait, la suite, c'était... Pourquoi le stade français? Voilà, c'est pour ça que moi, je ne peux pas le dire. Je dois avouer, c'est moi qui ai choisi les questions. Voilà. J'ai fait une sélection, c'est moi qui les ai choisies. Donc, quelle est ton équipe préférée actuellement, top 14 Pro D2 confondu? Je vais faire plaisir à ma maman et je vais dire Vannes, parce que ma maman est née à Vannes et elle a beaucoup souffert quand on était petit de l'hégémonie bréviste dans notre culture rugby, et depuis quelques années, la Bretagne se réveille et joue vachement bien et ils ont une super Ouais, équipe. franchement, je kiffe. Donc, je vais dire Vannes. Ah bah ouais, on ne s'attendait pas. Bah ouais, pas du tout. Et voilà, donc c'est top. Je vous ai fait une Movaca, je vous ai. Ouais, c'est ça. C'est marrant, c'est nous qui avons laissé nos hanches. Question suivante de Mayol de Belleroche. D'après toi, qui va soulever le Brennus cette année? Tu as une petite idée ou... Ah, tu vois, c'est tellement. Elle est hyper bizarre cette saison, je trouve. Puis là, il y a les matchs en retard. Toulouse va revenir, c'est sûr. Je ne me fais pas trop de soucis. Montpellier, ils sont surprenants, à voir combien de temps ça va durer et est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout, parce que physiquement, ils sont quand même en train de pas mal s'envoyer depuis quelques semaines. Mais qui va, je ne sais pas. Est-ce que je dis le Racing pour te faire plaisir? Ça me ferait plaisir. Ouais, je savais que j'avais trop parlé au début. Ouais, mais tu vois, ça, c'est ma faute. C'est clair qu'en ce moment, c'est pas forcément votre place. Ouais, ça va. L'OMAP va mettre des clims, donc tout va bien. il est enfin, je sais pas. Il est enfin arrivé. On a 3 derbies à suivre, Ouais. donc attention. Et ça peut tout changer. Et on a une question Pro D2 pour toi, hein, de Guillaume Marion. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus beau en Pro D2 que Ange Capozzo? Et surtout, oui. sa fameuse Oui. relance maintenant. Mais c'est génial pour lui et pour la Pro D2 et pour son club, même s'il ne va pas y rester très très longtemps. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Il est grenoblois, j'imagine. Ouais, complètement, ouais. Oui, bah du coup, il a vu il n'y a pas longtemps, je me souviens d'un essai de Gervais Cordin avant qu'il signe à Toulon, où pareil, il avait
je crois que c'était contre Mont-de-Marsan où il avait remonté le terrain. En fait, il y a Léo Colli à Mont-de-Marsan. Enfin, en fait, dans tous les clubs, la Pro D2, c'est cool parce que Ange Capuzzo, il fait le tournoi, donc on s'intéresse à lui. Mais il y a plein de pépites. Hein. C'est ça qui est trop cool dans ce championnat, c'est qu'en fait, tu as plein de mecs aujourd'hui qui jouent dans les grands clubs et qui ont passé un certain nombre de temps sur les terrains de Pro D2. Donc, est-ce que j'ai vu quelque chose de plus beau qu'Ange Capuzzo Non, là, je dois reconnaître qu'à mon avis, il va un peu survoler. Il va un petit peu survoler. Ah, il y a eu une saison Jérôme Bosviel avec Montauban, une année où c'était la folie, quoi. Donc, c'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vrai, non, ouais. Oui, et donc je fais un gros bisou à tous les Grenoblois qui nous regardent, vu qu'ils sont 3. Voilà, donc, non, ils sont pas nombreux, je suis sûre. Il y a au moins ta femme. Il y a moi, il y a ma femme, oui, absolument. Donc, et c'est un des plus beaux stades, je trouve. le stade des Alpes, super. Ouais. Il est super. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de... Tu as dû peut-être en faire même des matchs U20. Il y a eu à un moment pas mal de matchs U20. Ouais. Stade. Ouais. Non, mais c'est un super stade. Ils ont un bon public et tout. Grenoble, c'est cool. Bon, il fait froid, quoi. Mais c'est Grenoble, hein. Ouais, quelle belle ville. Quelle belle ville. Et c'était la partie donc Top 14 et Pro D2. Et maintenant, on va forcément parler des Anglais. Il a fallu aller battre cette vaillante équipe d'Angleterre qui voulait venir gâcher la fête. Eh bien, ça ne sera pas pour ce soir. Voilà, la perfide Albion. Voilà, donc on passe à notre avant-dernière catégorie. La première question donc, de Lucas Bruno et Stan Colobre. Comment tu fais pour garder ton calme quand la France perd et que tu dois interviewer un joueur français? Surtout après un crunch. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de claquer au les engueuler? Ouais. Non. Est-ce que tu n'es pas triste? Est-ce que si. C'est pas que de l'énervement, c'est aussi. Non. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça se passe toujours bien. C'est que moi, je suis toujours un peu dans. Avant les interviews, il y a toujours une petite dizaine de secondes avant qu'on me donne l'antenne. Et j'utilise toujours ces 10 secondes pour parler aux joueurs, dire ça va, tu te sens comment, pour lui commencer la discussion et puis éviter de rentrer un peu de but en blanc. Après, voilà, moi, je pose toujours les questions qu'il faut poser. Je me dis toujours, qu'est-ce que le téléspectateur a envie qu'on demande? Donc, parfois, c'est des questions qui ne font pas plaisir. Quand je me suis retrouvée face à Bernard Laporte dans Stade 2, c'était pas mon meilleur moment, mais en même temps, il fallait que j'assume d'être le relais de ce qui se passait en extérieur. Donc voilà, quand les joueurs perdent, c'est plus facile d'interviewer un joueur qui perd qu'un joueur qui gagne, parce que quand un joueur perd, tu peux lui demander ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, alors qu'un joueur qui gagne, à part lui demander s'il est content, tu vois, tu as moins de champ des possibles, quoi. Mais je m'énerve jamais, et souvent quand ils sont tristes, je le suis avec eux, donc ça permet d'être dans une interaction bienveillante. Et quand tu croises Owen Farrell? Alors, je sais pas, du poil à gratter, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Je l'ai interviewé il y a 2 ans à Londres, et je suis désolée de vous le dire, mais Owen Farrell est trop sympa. Et c'est pour ça qu'en fait, on le déteste encore plus, parce qu'il est sympa, il joue bien, mais il est anglais. Mais et surtout, non, c'est vrai que quand il joue contre l'équipe de France, je ne sais pas ce que tu en penses, et je le comprends, il a ce feu sacré, je pense. Mais même sans ça, tu vois, il a un feu sacré contre la France à chaque fois. Et ce qui le rend encore meilleur, d'ailleurs, pour le coup. Ouais. Crunch, hein, c'est ça. Et c'est pour ça, quoi. Mais non, en plus, son fameux geste que je ne vais pas faire, parce que c'est pour une association. Enfin, pour un gamin, pour un gamin, etc. Ça a l'air d'être un super mec. Et en même temps, je vais le détester à chaque fois que je le vois. Ouais, mais il le sait, hein, on en avait parlé, je me souviens, il le sait, hein, mais il s'en fout. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas très porté d'ailleurs sur son image. Je crois qu'il publie très peu sur ses réseaux, à part les trucs contractuels. Tout ce qu'il fait, il le fait très discrètement. En fait, il s'en fout, mais jouer, pour lui, c'est gagner, et contre la France encore plus. Mais en vérité, il est trop, trop sympa. Vraiment, je reconnais que quand j'y avais... Enfin, je me suis dit peut-être qu'il va être un peu fermé, froid, désagréable. Et en fait, on avait passé un trop, trop bon moment, trop sympa. Et je dois t'avouer que je n'ai pas vu l'interview, mais il t'en a parlé de la France? Enfin, il t'a dit que lui... Enfin, je ne sais pas, peut-être que tu n'avais pas posé de question là-dessus, mais il t'a dit, c'est vrai, contre la France, j'ai envie d'être plus... Voilà.
Ouais, bah oui. Et puis lui, je pense qu'il se nourrit même un peu de l'hostilité. Ça le galvanise. Et il n'y a pas de stade plus hostile envers lui qu'un stade français. Donc je pense que ça excite son envie de performance encore plus. Ça le dérange pas. Comme C'est un nous. jeu pour lui. Hein. Comme nous avec Eddie Jones, quoi. Ouais. On se galvanise des Ouais, sorties d'Eddie Jones, hein. Totalement. On ne l'a pas diffusé l'interview samedi parce qu'on n'avait pas le temps dans l'avant-match, mais je l'ai interviewé juste quand il est arrivé au stade. Et je lui ai dit, voilà, vous avez dit en début de semaine que vous veniez chercher une belle victoire au Stade de France. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment-là? Et il m'a répondu, bien sûr, on va gagner. Donc, il est aussi dans son rôle, quoi. Ouais. Ouais, donc il est vraiment, donc il est comme dans la vie. Ah oui. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'arrogance ou en fait, une confiance en soi. Un personnage. Hein. Ouais, non, moi, je n'appellerais pas ça de l'arrogance. Je pense que voilà, il ne laisse pas à ses joueurs l'option de perdre. En fait, il leur fait confiance. Ils savent ce qu'ils viennent chercher et ils croient en eux. Je pense que c'est surtout ça, quoi. Donc en fait, juste pour résumer, tu nous conseilles donc d'arrêter de siffler Owen Farrell. En gros, dès qu'il joue, on arrête de le siffler comme ça. Il a plus cette envie de performance et. Non, mais moi, je veux que vous soyez heureux. Donc, c'est trop gentil. Si ça vous fait du bien, faites-le parce que lui, ça ne lui fait pas de mal. Donc, je vous autorise à continuer. Non, tout le monde est gagnant. Après, on reste poli. Oui. Mais peut-être en faisant ça, vous l'encouragez. C'est ça, non, mais... Non, mais là, je vais avoir un AVC, là, parce que je sais plus quoi faire. Je crois qu'on va perdre tous les avants qui vont regarder l'interview, là. Je suis sûr. Du coup, c'était une question de Lucas Bruno et de Stan Collobre. Et donc, la question suivante de Corentin Belli. Sur une échelle de 10 à 10, à quel point tu détestes voir les Anglais gagner? Ah, 10 quand même. Hein. 10. Ouais. Pas 11, ouais. Pas 11. Peut-être 11. Je crois que c'était le premier tournoi où ils battent l'Écosse à la dernière minute. Le premier tournoi que je fais, il y a 3 ans, où ils battent l'Écosse à la dernière minute alors que l'Écosse avait trop bien joué. C'était pour eux et avec un essai de raccro à la dernière seconde. Et là, c'est pas que contre la France. Hein, je m'étais dit, mais bon. Peu importe le match, on est... De toute façon, on est soit pour le 15 de France, soit contre les Anglais. Mais je crois que c'est un peu de tout le monde, en fait, honnêtement. Ouais. Même les Écossais. Surtout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une prochaine question, c'est de Julien Louis-Thérèse. Quelle équipe tu vois éliminée au premier tour de la Coupe du Monde? Et donc, pourquoi les Anglais? Pourquoi l'Angleterre? Ouais, mais il faut que je sois cohérente parce que je vous ai dit qu'ils allaient arriver prêts en 2023. C'est un petit tac par rapport à 2015. On va couper. La surprise d'une équipe éliminée très tôt, faut voir. Les Gallois, je les ai pas trouvés bons. Mais ils sont étonnants, les Gallois, parce qu'ils font deux. Le premier de Pivac, il est nul. Celui de l'année dernière, on les prive du Grand Chelem à la dernière seconde. Et là, ils sont nuls. Ils sont. Ouais, mais en plus, en termes de génération, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui arrive, en fait. C'est surtout ça. Tu penses que la fin de Jones, Faletau, Navidi, tout, c'est... Ouais, on n'a pas vu encore grand monde en numéro 2 d'intéressant, je trouve, à certains postes. Donc, faut voir. À part peut-être Tompkins, à la limite, mais Riz Zamit aussi, j'avoue. Ouais, mais c'est vrai que... Et en plus, il ne joue pas, donc... Riz Zamit, il faut qu'il rentre dans son pays, puisqu'ils vont finir par en plus le pénaliser s'il continue de jouer à l'étranger pour eux. Donc là, il est en conflit avec sa fédé. Dommage, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Cécile, pour le coup. C'était notre dernière question, toute dernière. Avec plaisir. Et puis, on espère donc te voir très rapidement sur Energy. Donc, comment il faut faire? Il faut faire une demande? C'est ça. Oui, c'est ça. Et répondre aux questions. Parce qu'on est très strict. Oui. Non, juste, est-ce que toi, tu aurais une question peut-être? Oui, c'est vrai. Oui. Pour l'Energy, tu veux dire? Non, une question. Ouais, complètement, pour le nom, ouais. Pour les membres, pardon. Pour les membres, une question. Qu'est-ce qui vous manque quand vous regardez un match de rugby? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Voilà. Ils répondront en commentaire. Répondez en commentaire, absolument. Parce que je ne sais pas, ça peut être une stat ou une info ou une coulisse. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez bien voir dans les retransmissions qui vous manquent? Moi, personnellement, j'avoue que c'est les coulisses
Et France 2 en fait pas mal. Et c'est Ouais. vrai que c'est toujours bien. C'est toujours sympa, les coulisses. C'est vrai qu'on a toujours. Mais tu sais que ça nous a été, il y a quelques mois, on avait diffusé une causerie de Galtier, je crois, à la remise des maillots, et ça nous avait été reproché par certains qui disaient que c'était des moments sacrés, qui devaient appartenir aux joueurs. Bon, les joueurs et la caméra, ils savent qu'elle est là, personne ne nous demande de sortir, tu vois, on force jamais. Hein, donc, et moi, je trouve ça cool de le partager, en fait. Donc, En plus, ils ont grandi avec. Peut-être que dans les Ouais. années 80, c'était différent. Il y a un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est Souvenirs emmêlés de Canal+, qui en parle de ce Non. moment. Super intéressant de documentaire. Oui, il parle de ce moment-là, en fait. Au début, c'est vrai qu'ils n'aimaient pas trop le côté sacré du vestiaire. ouais, Même, il y avait, je crois, un mot violet. Alors, c'est toujours un peu utilisateur à travers, mais voilà, exactement. Et je pense que maintenant, c'est plus le cas, en fait. Ils sont tellement grandis avec ça, les joueurs. ouais. Ouais. Même Romain Tamac, je suis sûr, depuis qu'il a 4 ans, il a vu une caméra à côté de son père. Ouais, et puis même maintenant, les clubs, ils ont des équipes de community managers où il y en a 2 qui filment en permanence tout. Enfin, tu vois, ça fait partie du nouveau rugby et du nouveau monde aussi. Hein, donc, Et ben, on la posera et puis on te donnera une réponse. ça marche. Elle la lira Elle allait où, oui, dans voilà, les Je vais commentaires. la lire. Je vais la lire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah encore merci. Et hop.